Rebonjour, chers auditeurs, auditrices de Derrière l'image, toujours 1 heure de cinéma à Radio Centre-Ville. Nous poursuivons notre couverture des rencontres internationales du documentaire de Montréal avec Isabelle Perceval et Nicolas Klotz. Bonjour. 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 Avec le temps, vous avez tissé une œuvre cinématographique rare et précieuse, en prise avec notre temps, et on dirait aussi avec les soubresauts du monde. C'est essentiellement ce qu'on retrouve dans votre dernier film, dans Nouveau Monde, point d'exclamation, c'est important. Le monde à nouveau. Vous aimez beaucoup les sous-titres dans vos films, hein? Parce qu'on est deux et qu'on n'est pas toujours d'accord. OK. Donc, il y avait 2 titres. Il y avait Le Nouveau Monde et Le Monde à nouveau. Voilà, moi, j'étais pour Le monde à nouveau et voilà, donc... c'est le compromis. On négocie. C'est le compromis, hein? Compromis. Vous avez eu le droit aux parenthèses et lui a le droit au point d'exclamation. Dans votre cinéma, depuis toujours, c'est comment on peut recommencer le cinéma, comment recommencer le monde. C'est le cas ici, hein, parce que vous revenez sur les terres de Jean Epstein, qui en 1928 s'était un peu réfugié, hein, qui avait refusé un certain cinéma commercial pour se refaire, presque une santé cinématographique. C'était le point de départ pour vous, hein, d'aller dans ces terres un peu éloignées? C'est arrivé. Nicole Brenez nous a proposé d'écrire la préface du prochain volume des œuvres complètes d'Epstein. Donc on s'est dit, on va écrire, mais on va aller à Ouessant, qu'on connaissait déjà assez bien. On va aller sur l'île, on va écrire sur l'île la préface et faire un film en même temps, sans savoir du tout comment ça allait communiquer entre l'écriture de la préface et le tournage tous les jours d'un certain nombre de plans qui peu à peu ont mené au film, quoi. Et puis on admire énormément Jean Epstein. Et effectivement, cette île, qui n'est pas très grande, ça faisait quand même 20 ans qu'on l'arpentait. Et qu'on l'arpentait sans jamais oser la filmer, tant elle nous impressionne. Et tant elle nous impressionne encore. C'est-à-dire que ça nous arrivait de faire quelques photos en noir et blanc. Mais il y a quelque chose dans le climat et dans la puissance de cet endroit du monde, qui est à l'ouest, comme ça, du continent, qui nous a vraiment submergés par sa force, sa puissance. Alors, poser ton pied de caméra là, il faut être très humble. Il faut être très humble, parce qu'il y a quelque chose qui te dépasse. Et en plus, Jean Epstein a fait des chefs-d'œuvre là-bas, avec les gens du coin. Donc, Epstein est en noir et blanc. Et donc, on a osé la couleur parce que c'est comme un dialogue avec les paysages de Jean Epstein. Il y a quelque chose. Et puis, l'immersion comme ça, l'arrivée de la couleur qui est sur cette île. C'est comme un peintre qui pose un chevalet dans un paysage. En plus, vous avez une profondeur de champ absolument inouïe dans cet endroit-là. Et donc, c'est quoi un paysage sur Ouessant? C'est l'endroit où le ciel et la terre se touchent. Et ça, vous le voyez partout. Et vous avez mentionné quelque chose d'important qu'on retrouve beaucoup dans votre cinéma, c'est de créer des chocs. Hein? Vous parliez du noir et blanc, vous parliez de la couleur. Dans votre film, ça va encore plus loin parce que vous reprenez un texte de Leonardo da Vinci, vous reprenez des mots de René Char, Ared. Tout ce matériel, finalement, s'entrechoque, hein, pour arriver à recréer, je veux dire, un monde qui est le vôtre. Il y a la bande image, c'est un film qui a ses logiques, c'est un film monté, et il y a en même temps la bande son qui est un deuxième film, qui est le film qu'on entend. Il y a le film qu'on voit et le film qu'on entend, et ils ne sont pas nécessairement synchrones. Donc ils sont constamment en dialogue, en rupture, en ellipse, en retournement, en inversion, en variation. Et le fait d'avoir travaillé avec Alain Franco, qui est un compositeur et qui était parti de l'idée de faire des interférences. On lui a proposé, on lui a dit, voilà Alain, est-ce que tu es d'accord? Nous, on va aller tourner du matériau là-bas.
Et ces images, on va te les montrer. Tu viens chez nous, tu regardes et tu nous proposes des interférences, des moments où l'image peut s'arrêter et on entend juste quelque chose que tu proposes. On appelait ça des interférences. Quelque chose qui interfère avec le film, qui serait peut-être même la critique du film. Ouais. Et quand faut aller voir le film et quand vous allez le voir, c'est le plan d'ouverture. Alors, Vos interférences, on les voit à l'écran. On veut pas tout dire, mais il y a des enfants qui se questionnent sur le sort du monde, sur l'arrivée à la limite des images et ainsi de suite. Et les matériaux qu'il y a les dedans, matériaux, en fait, qu'on prend dans la terre. Exactement. Le sang des métaux. Exactement. Et c'est l'interférence. Ouais, tout à fait. Mais c'est-à-dire que nous, au point où on en est là aujourd'hui avec le cinéma, enfin avec les images, on a un peu le sentiment que si on ne recommence pas le cinéma, il est foutu, quoi. Donc il est foutu. Donc du coup, on reprend et ça passe obligatoirement par des expérimentations avec l'image et les questionnements sur l'image. Parce qu'aujourd'hui, les images, c'est pas ce que c'était à l'époque d'Epstein. Aujourd'hui, il y a un moment donné, on dit, un ami palestinien nous a dit, il y a trop d'images dans notre sang, il y a trop d'images partout, il y a plus d'images que de plastique dans l'océan. Alors du coup, cette saturation des images produites, la production d'images est devenue tellement saturante comme le plastique qu'on s'interroge comment faire des images qui échappent à toute forme de production, autre que le travail qu'on fait. Mais pas d'argent derrière, parce que c'est une grande, immense question importante. Là, on était avec Renaud Després-Larose hier soir, jeune cinéaste qui a fait un très beau film qui s'appelle Le rêve et la radio. On a parlé de ça pendant à peu près 2 heures. La place de l'argent dans les images et comment faire des images qui ne sont pas produites par l'argent, mais qui sont produites par quelque chose. Tu disais un choc, oui. Une image, c'est un choc nécessairement parce que ça n'existe pas. C'est que tu amènes au monde quelque chose qui te renvoie tout de suite à une pensée et ça crée ça s'entrechoque avec le réel et ça produit autre chose. Donc et vous décrivez tellement bien votre film dans un certain sens, sans en parler, parce que pour moi, ce film, c'est un questionnement. C'est un questionnement, comme je le mentionnais, sur notre rapport qu'on a aux images, sur notre rapport qu'on a au monde. Et il y a une phrase qui m'a énormément marqué. C'est lorsque vous mentionnez que les images existaient il y a 1 million 20 millions d'années. Et là, je me disais, effectivement, les images ont toujours été présentes. Le travail d'un cinéaste, c'est de retrouver le sens des images. Et c'est ça, votre film. Vous parlez du son, effectivement, mais c'est d'être capable, finalement, à travers cette matière qui est présente, de lui redonner du sens. Le sens, je suis tout à fait d'accord, et l'innocence. Ah, mais ça, c'est bien. L'innocence, parce que quand tu vois les plans qu'on a mis de Epstein, où tu vois le visage de cette jeune fille, c'est un visage que tu ne peux plus voir aujourd'hui, dans une image financée, parce que c'est l'innocence même qui s'ouvre, son regard s'ouvre vers un jeune homme visiblement qu'elle aime, elle s'en cache les yeux tant ça brûle, et ensuite elle a un regard parce qu'elle va peut-être mourir dans ce moment du film, et l'innocence, c'est un mot presque, comment dire, qui peut donner des boutons à certains, tu vois, et donc retrouver ce mouvement-là dans un film, on ne peut pas le faire tout seul. On l'a fait avec Epstein, là. On l'a fait grâce à René Char. Sa voix qu'on entend. Ah oui. C'est pas n'importe quoi d'entendre la voix de René Char. C'est travailler avec des archives. C'est-à-dire qu'il est là dans le présent à cet instant-là. Et puis tu as quelqu'un comme Bergson, parce qu'on entend Bergson qui parle de l'art dans les nuages. Il est mort, ils sont morts tous ces gens-là. Mais ils nous parlent encore. Ils nous parlent encore. La lumière au ciel nous arrive, mais leur voix aussi, si on les écoute, on l'entend, leur poésie. Et donc cette poésie, elle est en accord avec quelque chose de ce regard de ce cheval, par exemple.
Ce cheval, il regarde l'humanité. Qui sont magnifiques, hein, parce que les animaux, Les le vent animaux. et les animaux sont partout dans votre film, comme si, en fait, ces gens-là n'avaient pas conscience de la caméra. C'est comme si ces gens-là, pour nous regardaient, nous demandaient de voir le monde. Voilà. Et, Je sais pas si c'est comme ça que vous l'aviez Voir le perçu, monde. mais c'est comme ça que nous, on le reçoit. et aussi, quand vous le recevez, il regarde le spectateur, mais qu'est-ce que vous avez fait à la Terre? C'est ça aussi qu'ils disent. Nous sommes là, les animaux. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Nous sommes à la 6e extinction, là. On est à l'aube de la 6e extinction. Qu'est-ce qu'on vous a fait, nous? Alors, vous avez ce cheval. Il n'y a plus John Ford, il n'y a plus les Indiens, il n'y a plus les fusils, il n'y a plus rien. Mais le cheval, il vous regarde et dit, mais moi, je suis là, éternellement là. Et vous parliez d'innocence, vous avez raison, mais cinématographiquement, j'ai l'impression que cette innocence, vous la retrouvez en vous permettant de filmer à la fois le temps et l'espace. Parce que vous parlez du fameux regard de cette femme. Si ce regard-là avait été une fraction de seconde, on n'aurait jamais pu sentir la détresse ou l'intériorité. Mais le fait de pouvoir poser sa caméra devant les choses, de donner le temps à ce que, je veux dire, ces êtres existent, c'est important. Et parfois, on a l'impression que dans un certain cinéma, on oublie de regarder. On braque la caméra, mais on ne regarde plus ce qu'on filme. Je vais donner un exemple sur le temps et l'espace. C'est qu'au début du film, à un moment donné, il y a un panoramique, presque 360 degrés. Et bon, comme on est juste avec un pied, un bon pied, je dirais, mais on n'a absolument pas la machinerie qui permet de faire ça. Elisabeth et moi, on est devenus très forts pour faire des panoramiques à 4 mains. C'est-à-dire, je vais commencer, c'est le titre, et puis le sous-titre, elle prend le relais. Non, ben, elle prend le relais, et puis je passe derrière elle, et je prends le relais. Et du coup, le panoramique est fluide dans le temps et dans l'espace, et on se rend compte que quand on est au bon endroit, au bon moment, il se passe toujours quelque chose dans le cadre qui n'est pas prévu. Deux mobylettes arrivent, ils s'arrêtent, la caméra continue, on les entend parler, on repart, la caméra, les mobylettes refilent dans le champ de la caméra. Et il y a du rythme parce que justement, on est là dans le temps et dans l'espace en même temps et qu'on ne Quoi, Elisabeth? C'est quoi Elisabeth, elle avait quelque chose à rajouter, vous la voyez pas, mais là... Oui. Je me demande de se taire, j'ai envie de vous écouter. Non, vous Mais laissez bon, la parole. l'histoire des... Moi, ce que j'allais dire, c'est le cinéma était là déjà, il y a 20 millions d'années. Oui, donc ça... Moi, c'était... Ça, c'est un texte que moi, j'ai écrit parce que j'avais juste... Parce que vous avez participé à l'écriture du Oui, texte. oui. C'est pas Oui. uniquement, je veux dire, des propos qui viennent de Belgique. Non. Vous Vous avez avez avec des archives, cherché on a très beaucoup de- clairement, parce que ça fait partie du film qu'on entend, et donc des interrogations des uns des autres qui peuvent être en arabe, qui peuvent être en portugais, qui peuvent être deux enfants. Mais là, j'avais juste envie d'entendre la voix d'Elisabeth dire ça. Le cinéma existait déjà il y a 20 millions d'années. C'est la première fois qu'il me le dit. Ouais. Ah oui? Oui. Parce que cette voix-là qui dit ça, on y croit, on l'entend très clairement et on se dit, ah bah ouais, elle a raison. Le cinéma est une ère géologique. C'est pas quelque chose c'est pas une industrie, voilà. L'industrie, c'est un petit moment dans l'histoire du cinéma qui a donné des très belles choses, mais là, je pense que c'est fini et que donc on puise bien avant et bien après la fin de l'industrie et bien avant le début de l'industrie. Peut-être que la question du titre aussi, Nouveau Monde, point d'exclamation, c'est une référence à Straub. Oui. Et à la mort d'Empédocle, Nouveau Monde. Donc on reprend le geste de la main d'Elisabeth qui touche et l'enfant dit, elle dit Nouveau Monde, elle touche du doigt, elle ne montre pas, elle touche Nouveau Monde, parce que cette question-là, elle est super importante. Obligatoirement, la question d'un nouveau monde, c'est dans l'avenir lointain, mais on peut déjà tenter de travailler depuis ce lointain. On peut déjà tenter de sentir sa pulsion, la pulsation de ce monde qui est là et qui demande et qui bat déjà. C'est ce que disent d'ailleurs les enfants. Ils pulsent déjà. C'est-à-dire que les enfants sentent l'avenir.
Ils ne peuvent pas être dans la fermeture des choses. Donc, obligatoirement, il y a quelque chose qu'ils ressentent là. Et c'est leur voix au début du film qui nous parle de ça. Et leur voix aussi est toujours en écho avec nos penseurs d'antan. Parce que, pour moi, votre film est comme en 3-4 blocs, hein, et souvent se termine avec un écran au noir, et on recommence finalement dans un nouveau bloc, où parfois, bon, c'est la terre, c'est l'eau, et il arrive, pour moi, ce 3e bloc qui, de Günther Anders, Hiroshima, hein, et Patient, où là, vous posez la question de la crise de la responsabilité, un peu. Ce que lui a toujours fait à sa façon, à travers ses écrits, autant des crimes de masse et de la bombe atomique. Et là, on dépasse finalement toute cette réflexion sur le cinéma dont on parlait pour transposer vos questionnements face à l'humanité, face à nous, face à notre fin possible. Et votre film devient, prend une amplitude, à ce moment-là, qui va bien au-delà des images, qui va finalement plus de notre place à l'intérieur de ces images-là, mais à l'intérieur du monde. Exactement, parce que, comme Nicolas disait que l'image dialogue avec la bande-son, etc., mais le cinéma dialogue avec l'histoire et le monde contemporain. Et le monde contemporain, il est en pleine explosion, quoi. C'est-à-dire que cette explosion bombe atomique, sa répercussion, et d'ailleurs il n'y a pas eu seulement une répercussion, puisqu'il y a eu une seconde, ça ne leur a pas suffi d'en envoyer une. Il y a eu Nagasaki. Donc il faut savoir que cette réplique-là, elle est en train de faire d'autres explosions en ce moment, hein, que ce soit l'Ukraine, que ce soit à travers les pays d'Afrique, que ce soit... Alors évidemment, ce qui se passe en ce moment en Palestine, Israël, Palestine, c'est cette explosion qui se prolonge. On est en plein dans le chaos et le cinéma ne peut pas être sourd à ces explosions. Il ne peut pas être sourd à ces hurlements. Ça le traverse. Ce qui est curieux par rapport à cette question des... Comment dire, quand on a vu cette image de jeunes, d'enfants, de petites filles migrantes et mortes sur une plage en Tunisie, quand on a vu cette image, Elisabeth a proposé à un moment donné cette image-là, et ça a complètement fait vriller le film, dans la mesure où on avait l'impression que c'était plus possible de travailler avec l'image positive. Que l'image qu'on voyait suffisait plus, qu'elle était saturée, que du coup on a juste retourné l'image pour voir qu'est-ce que le négatif montrait à ce moment-là. Et là on a été ahuris de voir qu'il montrait l'air glaciaire, des glaciers. Ouais. C'est-à-dire que ce qui était la mer, là, qu'on voyait dans le film, devient de la banquise. Et donc là on retrouve ce que Mahmoud Darwish racontait sur Hiroshima et sur une ère glaciaire qui nous attend. Oui. Je pense qu'on faudrait prendre une heure la prochaine fois. Il y a tellement on n'a pas parlé du montage. Un travail au niveau du montage, bon, bien sûr visuel et sonore, pour arriver à permettre de donner un sens à tout ce qu'on a vu. On invite tous les gens à aller voir votre film. Et vous parliez, mais puis j'ai une image en tête, pas pour moi, parce qu'il y a plusieurs images qui sont fortes. Vous parliez, bien sûr, cette image d'Epstein qui est extrêmement forte, mais également cette image vers la fin du film. Il faut aller voir, je pense, le film uniquement pour cette image de cette fille avec le manteau rose qui, évidemment, traverse l'écran. Où là, on voit à quel point la couleur peut être agressante, peut être brutale et qui nous ramène à notre position en tant que spectateur face aux images et face au monde. Magnifique film, Nouveau Monde, Le Monde à nouveau, de Nicolas Clauch et Elisabeth Perceval. Le film est présenté le 16 novembre à la salle Cinémathèque, parce qu'il y a comme deux salles. C'est la salle Crave, exactement. Et le film est également, j'ai représenté le 18 novembre, 18h30, dans la petite salle
Mais ils vont bien faire une 3e projection, faites-vous-en pas. Tellement votre film, il est beau. Merci beaucoup, Merci à Nicolas vous. Claes et Isabelle Perceval. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Là. Ben, Donc là, c'est la 3e fois. On ça espère va. que la prochaine, ça va être un peu plus tôt. Hein. Et ben nous, ça met fin à l'émission. Hein. Donc, on invite tous les spectateurs, bien sûr, à suivre ces rencontres internationales du documentaire de Montréal, qui sont présentées dans plusieurs salles. Tu peux toujours aller sur ridm.com. Merci également à Pierre Pajot, Robert Daudelin, Maxime à la régie. On se retrouve la semaine prochaine, toujours à Radio Centre-Ville, 1 heure de cinéma, afin encore de discuter des rencontres internationales de documentaire de Montréal. Bon cinéma, bonne semaine.